cette démarche de sécurité de produit, donc ça c'est l'exigence de l'IATF, elle demande tout produit pour assurer la conformité ou la sécurité de produit, il faut assurer une démarche spécifique de suivi avec une documentation ou archivage de ces données. Et je passe directement à un résumé des mots-clés par rapport à la partie sécurisation du produit. Et là, quand on parle de sécurisation de produit, c'est la définition des différents produits dans l'automobile ou dans le véhicule en spécifiant quelles sont les caractéristiques sécuritaires, quelles sont les caractéristiques avec une caractéristique réglementaire ou à hiérarchisation. Donc, la première des choses, c'est que chaque équipementier, il doit savoir quelles sont les caractéristiques spéciales sur son produit. Exemple, une pièce qui est en relation avec un système de freinage, c'est avec une caractéristique sécuritaire. Je sais pas, de la matière qui doit pas contenir un type de, je sais pas, de métal ou quoi que ce soit, qui est interdisé par une réglementation ou une loi, c'est une caractéristique réglementaire. Le taux d'inflammabilité d'un produit X qui est géré par une loi ou une réglementation ou c'est une caractéristique réglementaire. Donc, la première des choses, c'est vraiment de lister quelles sont les différentes caractéristiques spéciales en relation avec notre produit pour assurer la sécurité de notre produit. Et après, quand on parle des mots-clés, donc premièrement, ça nécessite, donc une fois on identifie tout ce qui est caractéristiques sécuritaires et réglementaires, il faut avoir une démarche formalisée, c'est-à-dire avoir une instruction ou un document qui décrit clairement quelles sont les exigences en cas d'une caractéristique sécuritaire ou réglementaire ou spéciale à hiérarchiser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les identifications à mettre en place? Quels sont les contrôles à mettre en place, les archivages et ainsi de suite. Donc, première des choses, il faut avoir une démarche formalisée. Le deuxième point, c'est identifier les exigences. C'est ce que je disais. Il faut identifier par rapport à une sécurité, quelles sont les exigences liées à cette réglementation ou cette caractéristique sécuritaire. Il y a l'autre point qui est très important, c'est tout ce qui est AMDEC produit ou AMDEC conception. Donc, il faut une approbation de cet AMDEC tout en tenant en considération ses caractéristiques. L'autre point, c'est l'identification de caractéristiques sécuritaires et maîtrise de ces caractéristiques. C'est-à-dire que pour nous, dans notre entreprise, on sait clairement quelles sont les caractéristiques, on sait très bien, on maîtrise leur process de production, on sait la gravité de la non-conformité sur ces caractéristiques. Après, donc, il y a tout ce qui est approbation du plan de surveillance spécifique par rapport à ces caractéristiques qui doit être validé avec le client. Au cas où de non-conformité sur cette caractéristique, c'est quoi le plan de réactivité qui doit être différent d'un plan de réactivité normal? Il faut être sûr que sur notre plan d'escalation, sur notre processus d'escalation, il est indiqué clairement qu'en cas d'un problème sur une caractéristique sécuritaire ou réglementaire, c'est quoi le mode de réaction, c'est quoi le mode d'escalation. Il faut avoir des formations spécifiques identifiées, validées par rapport aux personnes qui produisent cette caractéristique. Si cette caractéristique est de provenance d'un fournisseur, il faut être sûr que ces exigences elles sont déclinées au niveau de nos fournisseurs. Il faut assurer une traçabilité claire des lots fabriqués par cette caractéristique au cas où il y a un problème. Le client et le fournisseur ils sont capables de déterminer et de limiter les lots à risque. Et bien sûr, il faut assurer le retour d'expérience qui doit être capitalisé. Alors,
Bon, là, c'est des choses qu'il faut aussi assurer. Donc, ce qui est sur le premier slide comme mot-clé, on va trouver le détail ici sur les autres slides. Mais j'aimerais bien passer rapidement pour bon, même par rapport aux mesures de performance. Donc rapidement, on parle de tout ce qui est suivi les performances. Là, on parle de les compétences d'auditeur. Donc l'IATF, il exige des compétences spécifiques par rapport aux éditeurs internes, soit par rapport à la connaissance de l'approche processus et l'analyse des risques, la connaissance des Customer Specification Requirements, les exigences des deux normes ISO 9001 et IATF 16949, la connaissance des core tools applicables dans le paramètre audité, et là, quand on parle des core tools, c'est la PQP, le PEPAP, le MSA, le SPC et l'AMDEC. Et avoir la compétence pour planifier et conduire et rédiger un rapport d'audit. Donc ça, c'est par rapport aux auditeurs, les exigences et les compétences des auditeurs internes système. Après, on va trouver des complémentarités par rapport aux auditeurs processus de fabrication. Donc, par rapport aux éditeurs processus de fabrication, c'est la connaissance technique du processus, l'AMDEC et plan de surveillance. Et pour les auditeurs produits, tout ce qui est exigence produit et les utilisations des équipements de test et de mesure. Donc, pour les 3 audits qui sont exigés par la norme système, processus de fabrication et produit, la liste des compétences que l'auditeur doit y avoir sont listées sur ce slide. L'autre point qui est aussi exigé par rapport aux mesures de performance, c'est que les auditeurs, ils assurent la performance, donc il faut assurer leurs compétences. Et là, on parle des auditeurs second party, c'est-à-dire c'est les fournisseurs qui auditent les fournisseurs. C'est-à-dire que les auditeurs qui auditent les fournisseurs. La même chose, elle doit avoir les mêmes compétences qu'un auditeur système interne. L'approche processus, connaissance des Customer Specification Requirements, l'exigence des deux normes, processus de fabrication audité, l'AMDEC plus plan de surveillance, les core tools et comment conduire et réaliser, planifier, réaliser et rédiger un rapport d'audit. Un autre point sur la partie audit seconde partie. Donc, la norme IATF, il exige les compétences par rapport à l'auditeur. Il exige la mise en place d'un processus d'audit pour les fournisseurs, mais il laisse la main aux fournisseurs de définir comment il va réaliser ces audits, c'est-à-dire en se basant sur s'il y a un besoin, quel type d'audit il doit faire, quelle fréquence et paramètres, tout ça en se basant sur une analyse de risque par rapport à ses fournisseurs. Et bien sûr, le point clé par rapport à la norme, c'est que tout audit doit être enregistré. Je passe rapidement à la partie ressources. Donc, par rapport aux ressources, l'IATF il spécifie par rapport à la partie sensibilisation. Il exige que l'organisme doit conserver les informations documentées qui démontrent que tous les personnels aient conscience de son influence sur la qualité du produit et sensibilise à l'importance de ces activités dans la réalisation, le maintien et l'amélioration de la qualité, y compris le respect des exigences clients et les risques encourus par le client en cas de produit non conforme. Donc là, la partie sensibilisation, elle est très importante, elle est soulignée clairement sur l'IATF, c'est-à-dire que toute personne, elle a un impact direct sur la conformité du produit, elle doit être sensibilisée sur son rôle direct par rapport à ça et son influence par rapport à la conformité de produit. Et pas seulement ça, mais plutôt l'IATF, il exige que ça soit documenté.
Donc, chaque sensibilisation faite au niveau de l'entreprise, elle doit être documentée avec un archivage clair de ces documentations. L'autre point aussi qui est exigé par rapport au chapitre 7, c'est la partie motivation et responsabilisation du personnel. Donc, il faut avoir une instruction ou un document qui décrit clairement comment l'entreprise elle assure la motivation et la responsabilisation de ses personnels. Et là, j'arrive à un point qui est très important dans le chapitre 7 concernant la maîtrise des connaissances et surtout quand on parle de la connaissance organisationnelle. Donc, le principe, c'est quoi? C'est pour assurer durablement la conformité des produits et services, il faut être vigilant sur les possibles pertes de connaissances et d'expertise et sur les façons d'acquérir de nouvelles connaissances. Donc là, l'entreprise ou l'organisme, il est dans l'obligation d'assurer la non-perte des compétences. La norme, il spécifie clairement qu'est-ce qui est demandé, mais comment c'est à l'entreprise de présenter comment il va assurer cette partie-là. Donc là, cette notion de connaissance organisationnelle, c'est vraiment, bon, la majorité des entreprises, ils justifient ça avec un tableau de polyvalence et de polycompétence sur les différents niveaux, non seulement au niveau des opérateurs, mais aussi au niveau de middle management et au niveau du management. Il y a d'autres entreprises qui présentent la démarche, les 3 cases, pour dire que comme quoi, en cas de départ de cette personne, elle sera remplacée par cette personne et la personne, elle a les mêmes compétences pour assurer le poste et ainsi de suite. Donc, chaque entreprise et là, ces outils pour démontrer cette partie de connaissance organisationnelle tout en assurant la non-perte des experts. D'accord? Je passe à la partie maîtrise des prestataires externes. Donc, avant, on parlait de tout ce qui est fournisseur. Là, avec la nouvelle norme, c'est plus le cas, mais on parle avec les prestataires externes. Qu'est-ce qu'on veut dire par les prestataires externes? Donc, les exigences sur le chapitre 8.4, 8.5.3, elles sont applicables aux fournisseurs qui livrent des produits, y compris les emballages et les étiquettes. C'est des produits c'est des fournitures qui, qui ont un lien direct avec le produit. Produit, étiquette, emballage. Aussi, elle est applicable par rapport aux différents fournisseurs qui présentent ou qui contribuent à un contrôle à la conformité. Donc, laboratoire, métrologie, des prestataires qui présentent de la formation, des sociétés de tri, et ainsi de suite. Aussi, les prestataires externes qui présentent une activité type traitement de surface, traitement thermique et autres. C'est-à-dire qu'on produit des pièces, on les envoie à ses fournisseurs pour un traitement, on les reçoit après. Donc, même ces fournisseurs ou ces prestataires, les exigences du paragraphe 8.4, 8.5.3, elles sont applicables. Et aussi, si, il est applicable aussi sur des processus externes qui assurent la conformité finale du produit ou service. Par exemple, quand il y a une entreprise qui livre un magasin avancé, ce magasin avancé il est géré par un prestataire, je ne sais pas, Gifco ou la Trigo ou la quoi que ce soit. Ce magasin avancé, il doit aussi respecter les exigences de cette norme, surtout par rapport au chapitre 4, 8.4 et 8.5. Donc, la norme, elle intègre tous les produits et les services ayant une influence sur les exigences clients, la sous-traitance et autres. L'IATF, il exige une démarche de commentaire pour la sélection des fournisseurs, c'est-à-dire que
Il faut avoir un dossier de sélection des fournisseurs qui se base sur des évaluations claires ou des audits de sourcing qui sont faits et qui expliquent la validation de cette sélection. Après, l'organisme, il doit avoir aussi un processus documenté par rapport à tout ce qui est évaluation de ses fournisseurs, ses performances, suivi de leur système de management qualité, et ainsi de suite. Donc, cette notion de prestataire interne qui n'est plus limitée que pour les fournisseurs des produits, mais plutôt fournisseurs produits, services ou de la sous-traitance, ils sont tous inclus dans ce domaine d'application et l'exigence exige une démarche de commentaire pour la sélection, une démarche de commentaire pour l'évaluation de leur système, de leur performance et ainsi de suite. Voilà, l'organisme doit documenter. Donc, c'est les mêmes. Donc, ce que je dis qu'en phrase, c'est le résumé de tout ça. Je passe quand même rapidement parce que j'aimerais bien arriver à la dernière partie de cette présentation qui est qui est importante, qui est en relation avec la partie vie série. Donc là, c'est tout ce qui est maîtrise des modifications. Donc la même chose, la maîtrise de modification qui doit être documentée, analysée avec toutes les analyses des risques, avec la nécessité de mise en place des essais de production pour la validation de l'impact de changement, avec l'exigence d'informer le client en cas de besoin, qu'est-ce que le client il doit avoir comme information et qu'est-ce que le fournisseur il doit avoir comme retour de chez le client. Donc ça, c'est par rapport à la partie gestion de modification. Donc aussi tout ce qui est documentation, la revue des plans de surveillance, la revue des AMDEC, les autorisations de clients pour tout ce qui est expédition, avoir des instructions de travail qui sont assez claires, qui sont liées à la modification. C'est vraiment une gestion de modification comme si on fait une petite gestion d'un petit projet dans sa globalité. Et là, j'arrive à la dernière partie que j'aimerais bien rentrer plus en détail. Donc, c'est la partie production V-série et retour client. Et là, on va toucher les différentes parties sur les chapitres 8, 5, 8, 7, 9, 3 et 10. Premièrement, on va parler du plan de surveillance. Donc, systématiquement, n'importe quel audit, le point de départ dans les ateliers de production, c'est les plans de surveillance. Et d'ailleurs, c'est le document que l'auditeur utilise comme base pour lancer l'audit terrain. Donc, la norme IATF, il exige d'avoir un plan de surveillance qui assure le contrôle des fabrications qui sont déjà acceptées par le client. Et ce plan de surveillance sera validé par le client et appliqué par rapport à tout produit sur terrain. L'IATF, il exige d'avoir une cohérence et un lien clair entre les AMDEC, synoptiques de fabrication et plans de surveillance. Soit un lien par les numéros des étapes de fabrication, soit un lien avec l'évolution d'indices des références concernées, et ainsi de suite. Le plan de surveillance, il ne doit pas être focalisé seulement sur tout ce qui est contrôle produit, mais aussi tout ce qui est contrôle process. Et surtout, le plan de surveillance, il insiste sur tout ce qui est validation de démarrage, validation de process avec les M, tous les 5 M au démarrage. Et aussi, l'IATF, il exige un point qui est très important, c'est la validation de la première pièce. D'accord? Donc ça, c'est par rapport à quelques exigences de plan de surveillance. Par contre, l'IATF, il exige des révisions de ce plan de surveillance en cas d'une non-conformité ou une réclamation client. Après toute
toute évolution du quantité à produire ou carrément c'est une augmentation capacitaire du processus. Et sinon, avoir une fréquence bien définie pour faire une analyse de risque et une revue de ce plan de surveillance. Donc, ça, c'est la première partie concernant la production vie-série qui est en relation avec le plan de surveillance. La deuxième chose sur la vie-série et que la norme IATF il souligne, c'est tout ce qui est instruction et standard au niveau du poste. Donc, l'IATF, il écrit clairement l'exigence sur la disponibilité, l'accessibilité des instructions dans les espaces de travail. Il faut avoir de la documentation qui est claire et compréhensible. Il y a un autre point c'est qu'il faut avoir les documentations avec un langage qui est compréhensible par l'opérateur. La documentation doit être lisible et il décrit clairement les règles en matière de sécurité de la personne. C'est-à-dire que sur l'instruction de travail, il faut avoir une partie sécuritaire par rapport au personnel. Par exemple, le port des EPI, et l'ergonomie au niveau du poste, et ainsi de suite. Après, après la partie des instructions de travail, c'est la vérification de la mise en état de poste de travail. C'est-à-dire avoir des exigences qui expliquent clairement l'enregistrement au niveau de poste. La première pièce, s'il est applicable, il doit avoir il faut conserver la première pièce si c'est applicable. Donc là, c'est une exigence qui est conditionnée. Parfois, le fait d'avoir la première pièce, ça peut générer des risques de sécurité ou autres. Donc l'organisme, il n'est pas d'obligation de maintenir la première pièce ni la dernière pièce. Mais si c'est applicable, il faut les avoir. Donc, quand l'auditeur il demande cette partie-là et vous n'avez pas la première et la dernière pièce, il faut justifier pourquoi c'est pas applicable. L'autre point concernant la vérification consécutive à un arrêt de production, c'est-à-dire que l'organisme doit définir et mettre en place les actions nécessaires pour assurer la conformité des produits après un arrêt planifié ou non planifié. C'est-à-dire que dans le cas où il y a un arrêt long que défini selon la périodicité par le fournisseur, il faut avoir quelles sont les actions de vérification ou les actions de sécurisation à mettre en place pour assurer le redémarrage. Un autre point concernant la production vie-série, mais qui est en relation avec la maintenance. Donc, l'IATF, sur le chapitre 8.5, sur le paragraphe 8.5.1.5, il exige que tout ce qui est maintenance ou le TPM, maintenance productive totale ou le TPM, doit être une démarche documentée. C'est-à-dire il faut avoir une instruction ou un document qui décrit cette démarche, qui décrit c'est quoi la maintenance productive totale. Il exige les identifications des processus qui assurent la production conforme. C'est-à-dire que j'ai un processus qui est critique, je dois l'identifier et mesurer sa criticité par rapport à la réalisation du produit. L'IATF, il exige d'avoir les ressources nécessaires, c'est-à-dire les ressources nécessaires pour les machines, les équipements et les installations. L'IATF, il exige aussi que
la maintenance, elle doit tenir en considération les Customer Specification Requirements. Il faut avoir des indicateurs et des objectifs. Et c'est écrit clairement sur la norme, les indicateurs TRS, MTBF et MTTR, et des mesures de respect de la maintenance de préventif. Aussi des revues de performance régulières pour assurer que la maintenance elle atteint ses objectifs. Par contre, le point concernant l'obligation de faire de la maintenance prédictive ou introduire un peu de flexibilité en présence que cela est applicable, ce point-là, l'obligation et l'exigence n'est pas claire sur la norme. Donc certes, c'est préconisé de faire de la maintenance prédictive, mais l'obligation n'est pas assez claire dans la norme. Aussi, la maintenance doit assurer, doit inclure les révisions périodiques. Là, on parle de tout ce qui est maintenance préventive. Et bien sûr, tout ce qui est revue des performances qui doivent être ces performances comme des données d'entrée pour la revue de la direction. Donc là, on a parlé de plan de surveillance, instruction, documentation en poste, la maintenance, et j'arrive à la partie identification et traçabilité. Donc par rapport à l'identification et traçabilité, donc la norme IATF, il met 16 lignes d'exigence par rapport à cette partie-là. Donc, il exige qu'il faut assurer de la traçabilité amont et aval, que le fournisseur il est en mesure de définir les lots impactés suite à une non-conformité. Il exige que l'organisme réalise une analyse des exigences réglementaires clients et internes pour développer et documenter ces dispositifs de traçabilité. C'est-à-dire qu'il faut faire des audits de vérification de ce qu'on a comme système de traçabilité et identification, tout en tenant en considération s'il y a des exigences réglementaires en relation avec le produit concerné. Le fournisseur doit être capable d'identifier un produit non conforme ou suspect, être capable de séparer un produit non conforme, être capable de réagir dans les temps, conformément aux exigences clients réglementaires ou au cas de stockage adapté. L'organisme doit identifier par lot et individuellement ces produits si exigé par le client. Et l'organisme doit respectuer à ses fournisseurs, doit répercuter à ses fournisseurs les exigences d'identification et de traçabilité. Donc là, l'importance de la partie identification et la traçabilité, elle est en relation avec tout ce qui est sécurisation après du client suite à une non-conformité. C'est pour ça qu'il y a plusieurs exigences par rapport à cette traçabilité et qui permettent d'écrire clairement comment on peut, en se basant sur les identifications, assurer une traçabilité et limiter les lots qui sont suspectés ou les lots avec une non-conformité. Et un autre point aussi qui est en relation avec la vie de production série, c'est la dérogation accordée par le client. Alors, la norme, elle parle de tout ce qui est dérogation client, c'est-à-dire en cas de non-conformité, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une dérogation client, soit l'utilisation de la non-conformité dans l'état, soit faire une retouche, soit carrément la réutilisation des composants non conformes. Donc la norme, il exige que le client doit être informé. La chose qui n'est pas assurée et respectée à 100% chez la majorité des organismes. Donc là, c'est par rapport à la dérogation client. Et l'autre point qui est sur aussi la vie serrée, c'est le traitement des non-conformités. On reste toujours sur tout ce qui est processus, ça doit être un processus documenté. Donc, il n'y a pas de grande nouveauté par rapport à la norme ancienne. C'est processus documenté pour le traitement de produits non conformes.
Par contre, la nouveauté sur cette partie-là, c'est des produits retouchés et des produits réparés. Donc, la différence entre les deux. Je ne sais pas s'il y a une question par rapport à c'est quoi la différence entre une pièce retouchée et une pièce réparée. Est-ce que c'est clair pour vous la différence entre les deux ou je donne des explications par rapport à ça? Allô? Allô, allô? Bon, je passe. Par rapport au traitement des produits non conformes, la nouvelle exigence de l'IATF, c'est que tout produit non conforme destiné à être rebuté, il doit être rendu inutilisable avant élimination. Et carrément, donc là, la norme et même l'auditeur, il insiste sur ce point-là. Il exige que tout produit non conforme doit être non utilisable avant rebut pour éviter qu'il soit utilisé après un rebut. La disponibilité, alors donc on est presque vers la fin de cette présentation et le dernier point qui est que la norme il mentionne comme exigence concernant les dispositifs anti-erreur. Donc, l'organisme doit avoir une démarche de commentaire pour définir l'utilisation appropriée des dispositifs anti-erreur. Le détail des dispositifs doit être indiqué dans les AMDEC. Les fréquences de test doivent figurer dans le plan de surveillance. Il faut avoir une démarche claire qui inclut la vérification de ces dispositifs anti-erreur, et spécialement par rapport à tout ce qui est démarrage de production. Il faut avoir des pièces rouges ou ce qu'on appelle les pièces pièges pour tester ces dispositifs anti-erreur et avoir un plan de réaction clair en cas de défaillance ou d'un problématique sur les dispositifs anti-erreur. Donc là, j'arrive à la fin de cette présentation et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Et merci pour votre attention.